Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, nouvelle imprimante. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de review sur cette marque-là. C'est la Ortur Obsidian. Pour ceux qui se demandent comment le nom s'écrit, je le fais afficher en bas ici. Donc, Ortur Obsidian. C'est une imprimante qui prend quand même assez de temps à monter. Donc, j'expliquerai pas tout en détail comment mettre toutes les vis parce que j'imagine que les instructions devraient être assez claires. Mais dans le fond, on va regarder aujourd'hui comment la monter. Ensuite, les composantes, s'il y a des composantes intéressantes dedans, des choses différentes. Puis, on va regarder aussi comment est-ce qu'elle imprime, si elle va bien ou pas. Et à la fin, j'ai imprimé pendant 1 ou 2 semaines, dépendamment si j'ai de la misère avec ou pas. Et je vais faire la vidéo dès la fin. Donc, on va commencer par ouvrir la boîte. J'ai mes fidèles outils ici. Alors, j'ai déjà coupé le ruban, mais j'ai pas vu l'imprimante encore. On a un plan d'assemblage qui est quand même long. Alors, je pense pas que c'est une imprimante qu'on puisse monter en 10 minutes. Le forme sur le dessus et un gros sac de vis et de pièces. Ensuite de ça, des cutters, un fil 110 volts. Ensuite de ça, une poignée, un pété feu rouge, puis des blocs pour l'ajustement des axes. Ensuite de ça, un 200 grammes de PLA blanc. Un des axes. Un autre axe. Alors, l'axe des X qui est gigantesque. Wow! OK. Et la plateforme de Ortur. Et puis, il y a le dessus, ou un axe quelconque, je ne sais pas c'est quoi ce morceau-là. Donc, tout vient en sachet, ce qui est vraiment bien pour l'humidité. Je pense que c'est la première fois que je vois ça, une imprimante qui vient tout en sachet. Les fils semblent être des nappes de fils. Ensuite de ça, le bed semble une feuille de PEI. Et puis, avant d'aller plus loin, comme à l'habitude, on va regarder ce qu'elle a dedans. Donc, je vais la virer sur le côté, ou virer à l'envers plutôt. Donc, alors, on a beaucoup de vis pour l'ouvrir. Et puis, ce sont des vis étoiles. J'ai enlevé les 13 vis pour avoir accès au couvercle. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Ça semble s'ouvrir. On va faire attention au fil du ventilateur. Je vais essayer de ne pas débrancher et on va regarder ce qu'il y a dedans. Première fois que je le vois à l'intérieur. Donc, alors on voit la carte ici, c'est une carte Ortur. On a ici une sortie 24 volts, 5 volts, 3.3 volts. Alors peut-être 3.3 volts, ça c'est intéressant ça. Ok, c'est les connecteurs qui sont ici. Alors je pourrais me rajouter des connecteurs. Ici, je peux me rajouter un stepper pour un Z. On voit ici 1, 2, 3, 4 steppers. Mes drivers sont là. Alors mes drivers, j'arrive-tu à voir c'est quoi? Des TMC 2208, qui est une bonne chose. J'ai pas de dissipateur de chaleur dessus. Puis je pourrais m'en rajouter un. Donc, même ici, c'est dans le fond, ça doit être pour un dual Z. Mais le splitter doit être ailleurs, donc. Mais j'ai 4 drivers dessus. Je peux m'en rajouter un autre si vous savez comment souder du Surface Mount. Alors, le processeur, ça doit être un STM32F103. Parfait. Alors, c'est de plus en plus commun. On a un condensateur, probablement pour la reprise en cas de panne électrique. Est-ce qu'on peut ajuster la tension sur les steppers? Je ne vois pas de potentiomètre, mais peut-être je peux le faire de façon logique dans le firmware. J'ai mon port USB, carte SD. Ici, qu'est-ce qu'on a? USART2. Aucune idée c'est quoi. Des sorties. Ici, je pourrais mettre un bouton reset probablement. Ou c'est les pins ici. Dans le fond, il y a quand même des options. Qu'est-ce que j'ai ici? Extrudeur 1, fan. Donc, je pourrais facilement m'ajouter... facilement, non, c'est pas vrai. Je pourrais ajouter des composantes dessus, mais il faudrait que je soude après la carte mère. Et c'est ici, c'est pour mon écran. Qui est un Ortur TFT version 1.7. Et ici, ça veut dire que j'ai probablement un bed sur le 110. Alors, on va suivre les fils. Alors, j'ai 2 fils qui viennent de l'alimentation. Et j'en ai qui partent
à ça ici. Alors, comment c'est fait? Ah, ouais, ils partent de mon alimentation puis viennent ici. Donc, les fils de l'alimentation viennent ici. Viennent dans mon relais. Ok, c'est Arthur Power version 1.5. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça ressemble à un MOSFET. Est-ce qu'il y aurait une option de Auto Power Off sur l'imprimante? Probablement. Donc, on va découvrir ça. L'alimentation, elle est sur le 115 volts. Excellent. Et puis, c'est un... Pour moi, c'est un 350... 360 watts, 24 volts. Ici, j'ai mon connecteur pour les nappes. Une structure qui est complète. Même les pattes. Donc, c'est une excellente chose. Tant qu'à l'avoir à l'envers, j'ai tout de suite installé les pattes parce que je vois que les pattes ne sont pas installées. Et voilà pour les pattes maintenant. On va suivre les instructions. Ça dit d'installer la structure, les deux axes. Alors, on va faire ça. Maintenant, ici, un droite et un gauche. Alors, les câbles sont des nappes qui me rappellent un autre modèle, n'est-ce pas? Alors, il y en a un qui a un côté qui a une prise pour des nappes, l'autre côté non. Donc, j'imagine que ça va comme ça ici. C'est avec les nappes, tout simplement. Et ce que je vais faire, comme dans mes bonnes habitudes, je vais juste laisser dépasser le côté comme ça ici pour pouvoir mettre les vis en dessous, qui sont gigantesques d'ailleurs. Est-ce que ces vis-là sont donc bien longues? M par 25. Ok, j'avais pas les bonnes vis. Voilà, ça c'est fait. En passant, je vois qu'il y a déjà des axes qui ont été montés sur l'imprimante. Donc, cette imprimante-là a été testée. Du moins, elle a été déjà assemblée, ce qui est une excellente chose. Maintenant, qu'est-ce que ça dit de faire? De connecter, bon, j'ai des petits fils pour mes stoppeurs en arrière qui sont... Je les prends pas en photo parce qu'honnêtement, ils sont juste à côté de la prise, puis on peut pas se tromper, il n'y a pas d'autre chose à brancher ici. Cette étape-là, plutôt facile. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça dit de faire? D'enlever ça ici. Remove Z column top cover. Pourquoi? Pour mettre l'axe. Et ensuite, ça dit de mettre l'axe gigantesque. Écoutez, je veux juste vous montrer ça, là. Regardez la grosseur de la tête. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est glisser ça là-dedans. Ah oui, puis regardez ici à l'arrière. Voyez-vous les... je vais le mettre sur l'autre caméra, on va peut-être mieux voir. Normalement, ici, c'est des parties en laiton. Là, c'est des parties en plastique. J'imagine qu'il y a une pièce de métal qui vient là-dedans, non? Peut-être pas. Ça semble pas. Donc, j'enligne ça comme ça ici. Jusqu'à date, c'est plutôt simple. Je dois visser mes vis. Ah, l'axe rentre surprenamment bien. Il faut juste la descendre droite. Ensuite, qu'est-ce que ça dit de faire? De refermer le dessus, 4, 5. De brancher les nappes. Alors, il y a une nappe ici. Et voilà. Et j'imagine que je dois passer la nappe dedans comme ça ici. Pour la brancher ici. J'ai des petites vis pour tenir les nappes en place. Évidemment, étoile. Alors, je vais descendre mon axe, puis avant d'aller plus loin, je vais replacer les dessus pour être sûr que ça ne bouge pas trop. Non, ils disent de ne pas les placer tout de suite. Non, ils disent de placer la barre transversale avant. Ce que je vais faire. Puis là, ça doit être les longues vis. Maintenant, je vais replacer mes dessus. Dans le fond, c'est les petits roulements à billes, là. Ça a l'air d'être des 600... C'est des quoi? F6... c'est quoi? F608Z. C'est des 608Z. Alors, des bearings standards. Et je vais réinstaller les vis. OK, maintenant, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que j'ai besoin de défaire mes dessus parce que j'ai oublié une étape. Bon, maintenant, on va installer la courroie de synchronisation qui est ici avec les petites poulies. Alors ça, c'est quand même simple. On installe ça dans le haut comme ça et on resserre ça tout simplement. Alors, je vais installer ça immédiatement. Et maintenant, la courroie entre les deux. Et on remet les dessus maintenant.
Et voilà. Donc ça, c'est installé. Maintenant, ça dit de mettre le Z-Limit Switch, le détecteur de fin de course du Z. Et on installe ça où? Après ça, ici, alors, il y a une petite place. Et puis, le détecteur de fin de course, à quelque part dans le bas. J'imagine qu'à un moment donné, ils doivent nous demander de mettre le tout au niveau. Mais c'est pas inscrit ici, donc on va le faire immédiatement pour rien briser. Alors, je vais essayer de descendre l'axe le plus droitement possible. Alors, il y a 2 petits blocs fournis après. Donc, je vais prendre mes blocs, que je dois m'assurer qu'ils sont exactement de la même longueur. Alors, les blocs sont de la même longueur. Je vais les mettre... je vais essayer de trouver un endroit pour les mettre. Ici, j'ai de quoi sur ma base. Je peux les mettre ici. Alors, le bed avance vraiment loin. Et je vais descendre mon axe. Ok, alors mon axe est définitivement croche. Je vais dévisser un de mes synchronisateurs. Et maintenant, je vais le tourner à la main pour accoter les 2 axes sur le morceau de bois. Lui ici est à côté. Bon, écoutez, le plus simple, c'est de mettre la tête au centre. Puis, mettre les blocs ici. Alors, une fois que c'est fait, je viens resserrer mon synchronisateur. Et avec mon pied à coulisse, je vais mesurer pour être certain que c'est bien droit. Alors, 131.8. 131.8. Wow! On va dire qu'il y en a un qui était 131.82, l'autre 131.80. Mais rendu là, je crois qu'on peut dire que c'est réussi. Excellent. OK, maintenant, qu'est-ce que ça dit de faire? Ouais, installer le détecteur de fin de course. Donc, je vais descendre ma buse le plus près possible de mon bed. Parce que je crois que cette imprimante-là n'a pas l'auto-nivellement. Parfait. Alors, comme ça, la buse est à la bonne hauteur, mais je ne sais pas exactement à quelle hauteur va détecter mon détecteur de fin de course. Donc, je vais y aller approximatif. Alors, il y a le petit morceau de plexiglas qui va en arrière. Morceau d'acrylique plutôt, pas plexiglas. Plexiglas, c'est une marque. Alors, je l'ai serré seulement qu'à la main parce que je sens qu'il va falloir le bouger pour la hauteur. Donc, ensuite, qu'est-ce que ça dit? Le support à filament. D'ailleurs, il est où le support à filament? Je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il est resté dans la boîte à quelque part ou il est caché ici? Alors, il est resté dans la boîte. En effet, il était resté dans la boîte. Alors, où est-ce qu'on le met? Alors, et le support à filament va à l'arrière. Maintenant, il reste à installer la petite poignée sur le dessus. Et voilà, petite poignée sur le dessus. Il me semble qu'il me reste des fils à brancher sûrement quelque part. Hein. Le fil pour le détecteur de filament, détecteur de fin de course ici. Pour la tête, ça doit être le nappe qui est là. Ok, il n'y a pas tant de fils que ça à brancher. En arrière, c'est déjà branché. Ensuite de ça, je vais mettre le PTFE. C'est drôle, j'ai un petit bout de PTFE ici. Ah, il va en arrière ici, parce que j'ai un détecteur de fin de filament. Donc, ok. Ça ressemble à ça, hein? Je crois qu'on est pas mal prêt. Je pense que oui. Le bouton est intéressant en avant. Donc, j'imagine qu'il y a une feuille... Ah, il y a un petit jeu dans mon bed. Je vais resserrer les roues. Ça vient avec une clé pour ça. Et voilà. Puis, je vais regarder la tension de mes courroies. Ça, c'est bon. Ça aussi, c'est bon. Bon. Ben, on dirait qu'on est rendu. Maintenant, ce que je vais faire, je vais brancher l'alimentation. J'ai déjà mon fil ici. J'ai replacé la caméra, la petite caméra, pour qu'on puisse voir à l'avant, comme il faut, qu'est-ce qui se passe. Alors, j'ai réussi à enlever le petit coin, pas facile, sans graffiner l'écran. Toujours difficile de ne pas laisser un petit morceau de plastique dans le coin quand l'écran est pris comme ça, comme de fait. Il en reste un petit peu, mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai une surface protectrice sur mon bed aussi? Oui. Alors, je vais remonter ma tête un peu. Je vais brancher mon alimentation. Premier démarrage. Elle ne démarre pas. Alors, il faut peut-être que j'appuie sur le bouton. Ah oui, c'est ça. Alors, Arthur Obsidian. Donc, qu'est-ce qu'on a comme menu? Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir bien le menu. Hein? Moi, je pense que oui.
Alors, on a température, motion, extrude, tools, leveling, PLR on. Qu'est-ce que c'est le PLR on? Diagnose. Alors, il semble avoir beaucoup. Il y a une lumière. Alors, je sais pas si vous arrivez à voir ici, là. Power off. Alors, c'est ça. Il y a un auto power off dedans. Alors, ça, c'est nouveau. Et c'est bien. On va commencer par s'assurer que tout bouge. Je vais faire un home. Évidemment, je vais garder le doigt sur le bouton. J'imagine que c'est le centre, le home. Hein? Alors, je garde le doigt sur le bouton pour m'assurer que je graphigne pas tout. Je gratigne pas mon bed. Elle semble très silencieuse. OK. Maintenant, je vais déplacer mon axe un peu. Peut-être un petit peu. Est-ce que je peux augmenter de 10 mm? Oui. Alors, c'est quand même assez haut, hein? Donc, on va suivre les instructions. Alors, je retourne à l'arrière. Tools, Leveling. Alors, Manual Leveling ou Auto Leveling? Ça, c'est Auto Leveling. Leveling Manual ou Auto? OK, alors c'est vraiment Auto Leveling. Je garde le doigt sur le bouton. Alors, mon détecteur de fin de course, soit qu'il est trop haut, je vais essayer de le descendre un peu. Alors, j'ai descendu en bas complètement. Dans Leveling, automatique, Auto Leveling. Non, même chose. Alors, il descend au maximum. L'axe descend. Ah, il est au maximum de l'axe. Donc, je dois remonter mon bed. Tout simplement. À moins qu'il y ait de quoi que j'ai fait pas correct. Mais je ne penserais pas. Donc, mon bed est trop bas. Donc, je vais commencer par un manual leveling. Et ensuite, je vais faire l'auto-leveling. Il va compenser pour les déformations du bed. J'imagine que c'est ça. Donc, Tools, je vais commencer par faire un Home. Motion, Home. Parfait. Et ici, ça doit être moteur off. Non. Est-ce que je peux désactiver les moteurs? Alors, ce que je vais faire, je sais qu'elle est au Home. Je vais déplacer ça manuellement comme ça. Et avec une feuille de papier, je vais remonter mon bed. OK. Alors, Tools, Leveling. Alors, je l'ai fait manuellement. Donc, maintenant, je vais faire le Auto Leveling. Wow! Alors, il y a de quoi qu'il n'a pas aimé, hein? Alors, normalement, je devrais avoir une petite lumière qui allume à l'avant ici. Peut-être qu'il détecte juste le métal. Alors, il détecte le métal. À quelle distance qu'il détecte le métal? Alors, ce que je vais faire, je vais approcher mon bed et je vais descendre mon axe tranquillement. Pour voir s'il détecte mon bed. Alors, il ne détecte pas mon bed, c'est pour ça. Alors, ce que je vais faire, je vais juste descendre un petit peu mon détecteur. En espérant que ça aille mieux comme ça. Alors ici, j'ai une petite lumière là, qui allume. Là. Vous voyez peut-être la lumière sur mon doigt. Puis si je monte mon axe, vous allez voir, la lumière se ferme. Je vais juste m'assurer que ma buse ne touche pas quand ma lumière allume. Ouais, alors je dois redescendre encore un petit peu mon détecteur. Alors, je vais refaire l'exercice. Alors, ma lumière allume. Mon bed ne touche pas. Excellent. Tools. Alors, on va faire Leveling, Manual Leveling. J'imagine qu'on appuie ici. Est-ce qu'il faut que je fasse un Home avant? Probablement. OK, ça semble bon. Maintenant, je vais faire Auto Leveling.
en espérant que ça fonctionne. OK, alors le leveling est fait. Maintenant, on va faire le Z-offset. Avec la première ouverture que j'ai eue, j'avais eu des défis aussi de leveling. Je vais y aller en mode auto-leveling. Je vais m'assurer que ma première couche est bonne, qu'elle imprime bien. Ensuite, je vais analyser comment marche l'auto-leveling. Puis vers un petit peu plus tard dans la vidéo, lorsque ça va faire quelques semaines que je travaille avec, je vous expliquerai comment j'ai réussi à la faire marcher. Mais pour l'instant, je ne vais pas prendre de chance. Je ne vais pas égratigner le bed. Donc, je vais nettoyer le bed parce que là, j'ai mis mes doigts gras dessus. Et je vais faire un test d'impression, premier test d'impression, voir si elle va quand même bien. À date, ce que je peux voir, je vois que détecteur optique pour le Z, ce que je trouve correct. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'il l'utilise avec l'auto-leveling. L'auto-leveling, c'est inductif, donc ça prend absolument du métal. Si je mets un verre sur le bed, ça ne fonctionnera pas. Ensuite de ça, détecteur de filament qui est quand même simple, mais ça risque de quand même bien fonctionner. Dans le fond, c'est juste une switch avec un module imprimé, le filament passe dessus, puis c'est tout. Ensuite de ça, axe Z avec synchronisation, ça c'est bien. Poignée, j'aime beaucoup. Les nappes, ça s'en vient de plus en plus à la mode. Hein. Il y a une compagnie qui est partie les nappes et puis tout le monde est en train de suivre. Carte SD sur le côté. Ce que j'ai hâte de voir, c'est l'alimentation. J'ai aussi reçu un nouveau firmware que je vais peut-être essayer maintenant. J'ai déjà eu des firmware comme ça, puis en le mettant dessus, j'ai brické l'imprimante, puis j'ai pas pu faire de vidéo pour des semaines. Mais je crois que je vais l'essayer, peut-être qu'il règle un petit peu l'auto-nivellement. Donc, je crois qu'avant d'aller plus loin, je vais mettre à jour le firmware, puis je vais vous montrer comment j'ai fait en même temps. J'ai aucune idée comment ce qui se fait, mais j'ai l'impression qu'on fait juste la mettre sur la carte SD et on met ça on. Je vais trouver la carte SD qui est ici, puis je vais mettre le firmware dessus. Je reviens dans 2 petites minutes avec le firmware sur la carte SD. Alors, il paraît que la procédure, c'est on met la carte SD dans l'imprimante et je tiens le bouton pour 3 secondes. Alors, je vais juste aller au Home. Oups. Et je le tiens pour 3 secondes. 1, 2, 3. Alors, j'entends quelque chose. Ici, que je vois, c'est marqué Outage. Où on le tient enfoncé 3 secondes au démarrage. 1, 2, 3. Alors, c'est ça. Alors, ça me dit Ignore ou Update. Je vais faire Update. Et puis, il est en train d'updater. Alors, procédure super facile pour mettre le firmware à jour. Il faut juste le savoir. Et voilà. Super. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses? La lumière fonctionne-tu? La lumière fonctionne, parfait. Alors, on va retourner dans Leveling. Je vais lui donner une chance. Là, ça marque Light On. OK, Auto Leveling. Je peux l'enlever. Mon Z-offset est à 0. Je crois que je vais le laisser de même. Alors, je sais que mon Leveling était bon. Maintenant, qu'est-ce que ça fait de diagnose? Ah, alors je vois les différents switches. PLR on, Power Loose Recovery. OK, PLS, mais PLR, c'est pour Power Loose Recovery. FRS. Qu'est-ce que c'est? Filament Runout Sensor. Alors, c'est le détecteur des filaments. Et firmware, je suis au Marlin RTOS 2.16. Super. OK, alors je vais nettoyer mon bed. Alors mon bed est bien nettoyé. Maintenant, je vais aller dans température, PLA. Alors ça dit que ça le fait chauffer à 190 et à 60. Est-ce que je peux le changer? Ouais, je vais le mettre à 210. Oh, 260. 210. OK, et mon bed à 60, c'est bon. C'est en train de chauffer. On va voir s'il chauffe vite. Alors, la bulle chauffe à une vitesse normale et le bed aussi. J'ai même des petits graphiques, regardez ça. Voyez-vous? J'ai des graphiques de température.
Wow! Alors le bed chauffe quand même très vite. Maintenant, je vais monter un petit peu mon axe. Si elle veut bien. Il faut que je fasse un home avant. Ok, il y a de quoi qui n'aime pas, alors j'ai juste le temps de recommencer. Je crois qu'en nettoyant l'écran, j'ai accroché Factory Reset. Évidemment, nettoyer un écran touch. Oh! Nettoyer un écran touch tandis qu'elle est à on, c'est pas l'idéal. Ok, alors on recommence ça. Température. On va mettre ça à 210. Et le bed à 60, parfait. Les graphiques sont là. Ensuite de ça, je vais faire un home. OK. Je le monte de 10 mm. Ah, OK, j'appuie pas à la bonne place. C'est de ma faute. Faut pas appuyer sur les flèches, faut appuyer sur les plus et les moins. OK. Maintenant que j'ai compris ça, à moins que je puisse aligner mon écran, non. OK. Alors, je vais faire maintenant Extrude. Alors, je vais mettre du filament dedans. Alors, petit défi technique pour comprendre l'imprimante, mais j'ai l'impression qu'une fois qu'on va l'avoir compris, ça va bien aller. Je dois vous avouer que j'ai regardé aucune documentation avant. En général, je fais ça pour les imprimantes, à moins que ce soit une imprimante vraiment particulière. Parce que je veux savoir pour un utilisateur débutant, si je la recommande pour un débutant ou pour un utilisateur avancé. Alors, pour charger le filament, je rentre ça dans le petit PTFE ici. Détecteur de filament. Jusque dans l'extrudeur. Puis on fait quelque chose de vraiment bien. Regardez ici. Il y a une manivelle pour tourner l'extrudeur pour faire rentrer ou sortir le filament, ce qui est totalement génial. Est-ce que j'ai du filament qui sort? Oui, j'ai du filament vert qui sort. La buse avait été testée. Super, donc si je fais une extrusion de 10 mm, j'ai du filament qui sort. Parfait. Maintenant, je vais regarder si j'ai des modèles d'impression sur ma carte SD. English, français. PLA Testing. PLA Testing Obsidian. Est-ce que c'est vraiment un G-File? Ah, c'est un G-Code. Alors, il y a un test pour le PLA, pour le bois. STL of Obsidian. Non, il n'y en a pas. Alors, c'est vraiment ici. PLA test. Confirm. Alors, il semble purger le filament dans le vide. Alors, je vais arrêter l'impression. À moins que je peux changer le Z Offset. Baby Stepping. Alors, est-ce que ça me dit de combien je l'ai monté? Non, mais je crois que j'ai graffiné mon bed. Il est un petit peu trop bas. Bon, l'impression est partie, je crois. OK. Donc, j'ai réussi à la faire imprimer, ce qui est plutôt bien. Maintenant, ma première évaluation de cette imprimante-là. Wow! Au niveau du montage, c'est correct. C'est pas un montage qui est compliqué, mais c'est pas un montage qui est le plus simple non plus. J'ai vu des imprimantes plus simples à monter, mais j'en ai vu des plus compliquées. Au niveau des fonctionnalités qu'il y a dessus, je trouve qu'il y a quand même des belles fonctionnalités. L'axe des Z synchronisé, ensuite de ça, pour les tiges hélicoïdales, c'est des blocs de plastique. Ça me semble plus silencieux, mais je ne sais pas dans le temps comment ça va durer. C'est des coupleurs flexibles, ce qui peut être correct. Il y a 2 moteurs. La carte mère semble quand même assez bien. Il y a des options, mais des options, il faudrait que je soude pour rajouter dessus. Détecteur de filaments, c'est bien. L'extrudeur, c'est un Bondtech. C'est des bons extrudeurs. Ben, c'est un clone de Bondtech, excusez-moi. C'est pas un Bondtech, c'est un clone BMG. Le PTFE rouge, c'est bien.
Je pense pas que ce soit un Capricorne rouge, mais il a l'air quand même assez bien, là. La poignée ici pour faire avancer le filament, je trouve ça complètement génial. Le bed, il est correct. Je crois que c'est une feuille de PEI qui est dessus. Les feuilles de PEI vont quand même bien. L'autre chose, il y a des ajustements pour les axes, ce qui est correct, ce qui est très bien. La seule chose, c'est l'auto-nivellement, ils ont fait ça un peu compliqué. Alors définitivement, pour quelqu'un qui débute, là, je vous recommande de regarder la deuxième partie de la vidéo pour comprendre comment marche l'auto-nivellement, parce que d'emblée, comme ça, c'est pas si évident que ça à faire marcher. Je me rappelle l'autre Arthur, on faisait le home à partir d'un détecteur optique, même principe, puis ensuite il fallait ajuster le Z-offset à partir du capteur. Puis j'ai eu beaucoup de défis avec ça. Alors je ne sais pas si on utilisait la même technique, ça a l'air un petit peu plus facile. Le firmware semble vraiment bien. Il est facile à opérer, tout ça. C'est un Marlin, donc j'imagine qu'il doit être modifiable. Je ne sais pas si les sources sont disponibles, j'ai pas vu les sources, là, mais probablement que les sources doivent être disponibles à quelque part. Ensuite de ça, Direct Drive. La tête semble, je ne l'ai pas regardé, là, mais dans l'arrière ici, ça semble à une E3D V5. Du moins quelque chose qui s'apparente à la V5. La différence entre la V5 et la V6, la V6 c'est un petit peu plus petit, à l'intérieur est en cône, tandis que la V5, il y a beaucoup d'années cubiques qui ont la V5, pas toutes. Ensuite de ça, il y a un petit board de contrôle dedans avec une lumière, que je peux voir ici. Donc, c'est pas mal ça. L'ajustement, je n'ai pas regardé l'ajustement de la tension sur le filament, mais ça semble plutôt bien. Elle semble avoir été testée, elle semble avoir déjà été montée, donc bien, c'est pas super. Il y a juste l'auto-nivellement ici là, que j'ai quelques interrogations. Au niveau du bruit, les déplacements sont très silencieux, les ventilateurs le sont un peu moins. C'est le ventilateur ici là, de refroidissement des matériaux qui... c'est une soufflerie cette chose-là, ça souffle terriblement, je le sens d'ici. Ouais, je le sens ici quand même assez fort. L'autre chose aussi, les fils du bed à l'arrière me semblent vouloir plier un peu beaucoup, donc peut-être que je vais trouver un moyen d'attacher les fils pour que ça plie un peu moins. Belle structure, la structure ressemble très rigide. Carte SD sur le côté c'est correct, port sur le côté c'est correct, alimentation sur l'autre côté, ce qui fait que je peux pas rapprocher beaucoup les choses de mon imprimante. Alors ça aurait été bien que l'alimentation soit à l'arrière. De toute façon, je dois laisser de l'espace pour que mon bed circule à l'arrière. Donc, je préfère les alimentations à l'arrière, mais rendu là, c'est juste une préférence. De toute façon, j'aime mieux avoir les boutons sur le côté que les boutons à l'arrière. Comme par exemple la Artillery Genius. L'alimentation est à l'arrière, mais le bouton pour l'allumer et la fermer est aussi à l'arrière. Donc, il faut tout le temps que je m'étire le bras. Puis, bref, c'est pas si pire que ça. C'est juste moi qui est peut-être un peu chialeux là-dessus. Pour le reste, ça me semble bien. Ça me semble vraiment bien. Ça fait que je l'essaye pendant quelques jours, quelques semaines. Je trouve le mystère de l'auto-nivellement. Puis ensuite de ça, je vous reviens avec mon opinion sur cette imprimante-là. Voilà que j'ai démystifié l'auto-nivellement et entre la coupure de la vidéo et maintenant, c'est passé plus qu'un mois. J'ai rencontré quelques petits problèmes, puis j'ai trouvé beaucoup de solutions. Donc, je vous parle un petit peu de mon expérience. Premièrement, au niveau du nivellement, c'est moi qui ne comprenais pas, c'est que au début, il y a un nivellement qui se fait avec le lecteur optique ici, d'accord? Et puis, le détecteur ne fait que valider la déformation du bed. Donc, ils m'ont envoyé un nouveau firmware aussi qui est beaucoup plus facile pour la mettre au niveau. Là, c'est très simple. On s'assure que les quatre coins, le centre et les quatre coins sont au niveau. Et ensuite, je passe l'auto-nivellement et tout est parfait. Donc, le détecteur ici ne sert pas à détecter la distance du bed versus la buse, mais bien si le bed est tordu ou pas. Donc, je me sers vraiment du nivellement normal pour voir si mon bed est droit ou pas. Puis aussi, je peux ajuster un Z-offset, autrement dit, sur toutes mes prints pour une raison X ou Y. Donc, si je mets un verre dessus, ma buse va venir frapper dans le verre, tout simplement. C'est pas comme un BL Touch. Alors, il détecte vraiment les déformations du bed. Ceci étant compris, on pouvait passer à d'autres choses. J'ai eu un autre problème aussi, le fil électrique. Le fil électrique, j'ai imprimé quelques heures après avec. Puis après une heure ou deux, j'ai touché le fil et le fil était brûlant. Le fil était sur le bord de prendre en feu. Puis j'ai donc arrêté. J'ai regardé le fil, je l'ai coupé et le fil n'était pas le bon type de fil électrique pour cette imprimante-là.
les fils sont extrêmement minces, je passerai à peine des haut-parleurs dessus. Alors, ce que j'ai fait, j'ai contacté immédiatement les ingénieurs d'Ortur. Puis, cette imprimante-là n'est pas encore sortie en production massive en passant. Au moment où je l'ai eu, du moins. Là, je ne sais pas si dans les derniers jours, elle est sortie. Là. Mais, alors, je leur ai dit le problème, je leur ai envoyé une photo et ce qu'ils ont fait, ils sont supposés avoir recontacté tous ceux qui ont eu cette batch de fils-là, ce lot de fils-là. Ce n'est pas Ortur qui font les fils, c'est une autre compagnie. Et puis, eux, ils envoient leurs spécifications à cette compagnie-là. Eux leur envoient des fils et eux mettent ça évidemment dans les boîtes emballées. Ils ne peuvent pas tester tous les câbles électriques, je comprends ça très bien. Et ils ont reçu une mauvaise batch. Alors, ils ont été en mesure de traquer la batch, contacter les gens, les quelques personnes qui avaient reçu ça. Et les boîtes que les imprimantes étaient déjà prêtes, ils les ont tous ouverts et ont tous changé les câbles. Alors, ça me rassure parce que voir une compagnie qui sont prêts à faire ce genre de travail-là pour corriger un problème qui pourrait être majeur, hein. Puis ils ont pris ça très, très au sérieux. J'ai été mis en communication directement avec la chaîne de production, du moins les ingénieurs qui s'occupent de la chaîne de production, et ça a été fait dans les heures qui ont suivi. Là, ils ont pris ça très, très au sérieux. Ensuite de ça, ils m'ont envoyé en fait, des nouveaux firmware pour les tester. Bon. Elle a imprimé beaucoup. Ici, j'ai quelques prints, dont ce print-là qui a pris 50 heures parce que je me suis trompé. J'ai mis un remplissage de, je pense, 30% dedans, ce qui est gigantesque. Je vous reparle de la qualité des prints tout de suite après. Je vais vous parler de l'imprimante. L'imprimante va vraiment, vraiment bien. La feuille, elle colle bien. Pour le PETG puis le TPU, j'ai mis un petit peu de fixatif à cheveux dessus parce que c'était porté à décoller. Mais pour le PLA, ça colle super bien. L'imprimante, je la trouvais bruyante jusqu'à ce que je réalise que si je mets le ventilateur à 75%, ça fait le travail super bien. Puis on dirait que ça coupe 80% de son bruit. Donc, dans Simplify 3D et dans ID Maker, j'ai mis le ventilateur à 75% normal, puis je n'ai pas vu de problème au niveau du pontage ou quoi que ce soit. Donc, je mets le ventilateur à 75% et elle est silencieuse. Détecteur de filament. Le détecteur de filament va bien. C'est un petit peu, des fois, tannant à rentrer le filament dedans lorsque mon filament est courbé, mais je dois le mettre vraiment à droite. Mais à part de ça, il fonctionne super bien. Je l'ai testé, puis comme n'importe quel détecteur de filament, ça fait le travail. Ensuite de ça, au niveau du parallélisme, elle n'a pas du tout perdu son parallélisme. Merci à la courroie en haut qui garde ça. Donc, malgré les différents prints, les tests que j'ai faits, les transports, le parallélisme reste égal. Au niveau des nappes, j'ai testé plusieurs fois si les nappes devenaient chaudes. J'avais cette crainte-là parce que théoriquement, la buse qu'il y a dedans, pas la buse, mais la cartouche de chauffe, c'est une 60 watts, ce qui est gigantesque. Ben, ce qui est gigantesque. C'est beaucoup pour une cartouche de chauffe. Normalement, c'est 40 watts, des fois 50 watts, mais c'est supposé être une 60 watts dedans. Donc, je voulais m'assurer que les nappes ne devenaient pas chaudes. Je l'ai fait préchauffer durant plusieurs heures. Je l'ai fait à 250. Les nappes n'étaient pas chaudes du tout, n'étaient même pas tièdes. Donc, ce côté-là, j'ai pas trop de soucis. Puis du fait qu'ils sont bien tenus, c'est quand même rassurant. Ensuite de ça, j'ai pas eu de désajustement des roues, donc tout ça est à droite. La tête aussi. La petite poignée ici pour l'extrudeur, je trouve ça juste fantastique. Pour rentrer, sortir le filament, je pourrais le faire d'ici aussi, là, directement de l'extrudeur, mais à partir de la poignée, ça va tellement mieux. L'extrudeur va bien, c'est un clone de Bondtech. Le refroidissement aussi. Le nivellement du bed, une fois qu'elle est nivelée, ça ne bouge plus. J'ai pas eu de problème là-dessus. Puis, qu'est-ce qui est le fun avec le firmware, je peux ajuster le baby step. C'est-à-dire, si je vois que ma première couche n'est pas bien placée, ben, je peux juste l'ajuster directement de là. Ensuite de ça, quoi dire de plus? La poignée est un petit peu petite pour ma main, mais c'est ça. Les coupleurs, c'est des coupleurs flexibles. C'est pas les coupleurs flexibles à la Tevo, là, où c'est un spring, si on veut. Là. Il est comme coupé en sections. Puis, je crois que c'est une bonne idée. Les vis ne sont pas tout le temps parfaitement droites, ce qui est normal. Donc, lui, ça permet de travailler sans faire forcer le moteur. Donc, je n'haïs pas ces coupleurs-là du tout. Je trouve qu'ils doivent être plus efficaces que ceux de Tevo, puis qui donnent une certaine flexibilité là, supplémentaire versus ceux qui sont complètement rigides. Je trouvais les stepper un petit peu petits pour l'axe des Z, mais aucun problème. J'ai eu aucun layer shift avec. Quoi d'autre à part ça? Les ajustements ici. Bon, les vis sont un petit peu petites. J'ai de la misère à vraiment tendre beaucoup les axes, mais j'y arrive quand même. Il faut juste que je force un peu. La roue qui est ici. Alors, la genre de petite gear, la poulie,
s'est mis à faire un vacarme incroyable parce que elle est proche du métal. Puis, à un moment donné, on avait dit une souris qui se lamentait, ça faisait cui, 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 cui. Aimez-vous le son? Donc, peut-être que je mettrais juste des petites rondelles de téflon de chaque côté pour éviter le frottement. Ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu d'huile là, mais je vais probablement le démonter pour mettre des petites rondelles de téflon. Écoutez, rendu là, c'est quand même pas si pire que ça. C'est facile à ajuster. Puis j'ai mis un petit peu d'huile, puis ça a réglé le problème. Là. Mais je veux quelque chose de plus permanent, donc des petites rondelles de téflon vont faire le travail. Le bed chauffe relativement vite. La buse chauffe vite. Les menus sont conviviales. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'elle se met tout de suite automatiquement à off après l'impression lorsque la buse a refroidi et tout ça. Donc, il y a un power off automatique dessus. Même si elle est à on, il faut que je la reparte avec le bouton. Puis maintenant, on va regarder les prints. Alors, ça, c'est le modèle de base. J'ai eu un problème avec la base à cause d'un des firmware. Petite parenthèse, lorsque vous mettez le firmware dessus, c'est important de faire un factory reset. Alors, ce que vous faites un factory reset, vous mettez le nouveau firmware et vous refaites un factory reset. Parce qu'on dirait qu'il y a des paramètres qui gardent et qui ne sont pas compatibles. J'ai fait une mise à jour de firmware, puis l'imprimante, elle imprimait vraiment mal, mais vraiment, vraiment mal. Les premières couches étaient tout le temps ratées. Puis j'ai communiqué avec Ortua, puis on dit non, fais un factory reset, c'est important après une mise à jour de BIOS. C'est que moi, je le fais avant, puis après, mais c'est recommandé juste de le faire après. Donc, ça ne coûte pas plus cher de le faire avant non plus. OK? Donc, faites ça si vous avez des problèmes. Donc, j'ai imprimé un petit Benchy qui est sorti quand même très, très bien, considérant que je n'ai pas fait de test, pas de test, mais d'ajustement au profil. Donc, le Benchy est très, très bien sorti. Ensuite de ça, j'ai imprimé un petit château qui lui aussi est extrêmement bien sorti, vraiment satisfait de la qualité. Puis en passant, je vous le dis, c'est le profil par défaut que j'utilise pour tous les imprimantes. Je fais juste changer la grandeur de bed. J'imprime à 210, un bed à 60 avec un 50 mm par seconde, puis la rétraction de 5 mm. Et puis c'est tout, j'ai rien changé de particulier. Ensuite de ça, j'ai essayé. Bon, pas après ça, j'ai imprimé plus tard. J'ai ajusté un petit peu le profil, c'est-à-dire les vitesses, tout ce genre de trucs-là. Je n'ai pas changé grand-chose, mais les points de départ, un petit peu la rétraction, j'ai mis moins de rétraction, j'ai mis 2,5 mm de rétraction. Et j'ai imprimé ce géant petit bonhomme-là, un Minion qui est quasiment format réel. Là. Écoutez, elle a travaillé pendant 50 heures. Bon, le nouveau fil électrique n'était pas chaud, les nappes n'étaient pas chaudes. L'imprimante, à part qu'elle s'est mise à se lamenter peut-être après 30 heures là, que j'ai mis une goutte d'huile, c'est tout. Écoutez, la qualité est juste fantastique. Le filament, c'est du Sakata jaune. Et puis, j'avais peur d'un layer shift, j'avais peur d'un raté parce que ça a pris un 3/4 de bobine imprimer ça à cause de mon erreur. Mais la qualité est juste fantastique. Vraiment. J'ai rien à dire. C'était une couche de 0,2. Puis à 50 mm par seconde, ça a pris 50 heures. Aucun raté. Elle a travaillé comme une bête durant tout ce temps-là. Puis c'est ça. En plus, normalement, lors des premiers prints, les roues s'ajustent, elles se placent tranquillement. Puis des fois, les premiers prints ne sont pas tout le temps beaux, mais là, ça l'a bien été. Donc, j'ai aussi imprimé du PETG. Alors, le PETG, ça ici, c'est du Blue Sea là, de 3D Printing Canada, il est un petit peu transparent, c'est pour ça que le fini est un peu étrange parce qu'on voit au travers. Mais lorsqu'on le touche, là, le PETG s'est imprimé super bien. Donc, je l'ai imprimé à 240, 50 mm par seconde avec un bed à 80. Puis, il a bien collé après que j'ai mis du fixatif à cheveux. Alors, juste comme ça, après un certain temps, le coin était porté à remonter un petit peu les coins. Donc, j'ai mis un petit coup de fixatif à cheveux et on n'en parle plus. Il y aurait possibilité de mettre un Wham Bam dessus ou d'autres surfaces aussi. Peut-être enlever la feuille, mettre une feuille de PEX. Mais les trous de vis, on sent que c'est creux. Donc, il y a des places où il y a les vis, là, où je sens un creux. Donc, peut-être mettre un verre là-dessus ou mettre un Wham Bam ou du moins une plaque plus robuste, ça pourrait être une bonne idée. Mais le PETG, elle imprime le PETG sans problème. Et évidemment, le flex. C'est un direct drive. Le filament n'est pas poussé d'ici, il est juste tiré. Puis, c'est du direct drive. Puis, j'ai imprimé cette petite, on appelle ça une troisième main. Là. Dans le fond, je mets mes bouts de fil dedans. Puis, ça me permet de souder au centre. C'est en flex. C'est tout en flexible, en TPE. En TPU, excusez-moi, avec un remplissage de 10%, 3 couches en haut, 3 couches en bas, avec 3 murs. Puis, j'ai un petit peu de stringing entre les pattes, mais c'est tout.
Super belle qualité d'impression, ça imprime vraiment bien. Là, j'aurais dû mettre 4 épaisseurs de dessus en passant. Je vois, il y a un petit défaut à l'intérieur. Le TP, tout ce qui est flexible, là, je mets normalement 4 épaisseurs de dessus pour avoir un plus beau fini. Là, j'en ai mis 3. Mais ça imprime super bien le flex. J'ai imprimé aussi un petit couvercle ici. Là, il a été exposé à des produits chimiques, donc il fait le rond. C'est pour ça que je ne l'affiche pas, mais il était vraiment plate dans le temps que je l'ai imprimé. Là. Puis c'est une impression de quand même plusieurs heures, là, une impression de 8-9 heures en TPU. Puis ça a super bien été. Aucun problème avec l'imprimante, aucun problème. J'ai pas eu d'obstruction, de filament, rien. Donc, je crois que c'est quand même une imprimante qui a beaucoup de potentiel. Je crois que c'est une bonne imprimante. Il y a juste la surface du bed que j'ai un certain doute là. J'aime ça quand le PG colle dessus, mais comme je vous ai dit, je pourrais juste acheter une feuille de PEX, la coller par-dessus, puis ça ferait le travail là. Ce que je pourrais faire aussi, ce que j'ai pas fait, c'est que moi, j'ai même pas pensé, je pourrais simplement la poncer un peu avec un 400 ou un 600, peut-être plus un 600. Alors la poncer un peu pour faire des petites graphines dessus, puis probablement que mon PG collerait dessus. Donc, c'est à essayer, la poncer, et parce que je fais ça avec mes feuilles de PEX et je les ponce. Donc, pourquoi pas le faire avec celle-là aussi? Probablement que ça réglerait mon problème. J'aurais dû y penser avant. Mais, jamais trop tard pour bien faire. Donc, évaluation de cette imprimante-là, c'est une bonne imprimante, définitivement. La surface d'impression est plutôt intéressante. Je vais mettre les spécifications de l'imprimante ici, tandis que je parle. Donc, belle surface d'impression. La structure est robuste. Toutes les composantes semblent bien. Au niveau de l'évolutivité, je peux ajouter sûrement 2-3 trucs, mais je vais avoir plus de détails quand le firmware va être open source. Je vais avoir accès au firmware pour pouvoir modifier des choses. Donc, Ortur m'a fait installer un Marlin. Il y a un Marlin de disponible, vraiment un Marlin pur et dur, là, avec un menu assez de base, mais qui fonctionne bien. Puis donc, il y a un Marlin disponible pour ça, mais je ne sais pas s'il est disponible pour tous. Ils me l'ont envoyé pour faire des tests, parce que j'ai eu à peu près 10 versions de firmware à tester pour... ils voulaient avoir mon opinion là-dessus, donc c'est bien correct. Puis j'ai testé vraiment un Marlin pur et dur, donc je sais qu'il y a un Marlin qui existe pour ça, que je pourrais probablement modifier. Donc, c'est ça. Je vais mettre les liens aussi pour l'imprimante dans les notes de la description. Donc, belle imprimante. Si là, tout le monde va me demander, Dominique, est-ce que tu la compares à la Sidewinder X1? Est-ce que tu la compares à la CR6SE? C'est des imprimantes qui vont vous donner des bons résultats. Dans le cas de la CR6, dans le cas de la Sidewinder, de la Genius ou c'est des imprimantes qui vont vous donner des bons résultats. Les deux ont des axes dual Z. Lui est en direct drive, les Sidewinder aussi, la CR6 n'est pas. Donc, ça va dépendre de votre besoin. D'accord? Si vous aimez les produits Ortur, puis vous voulez un direct drive, et puis vous voulez assurément un dual Z, puis vous n'avez pas confiance, mettons, au NAP de l'Artillery, ça peut être un bon produit. Si vous avez une préférence pour Artillery, allez-y pour Artillery. Je pense que dans les deux cas, vous allez être bien servi, que ce soit avec celle-là ou Artillery. Si vous voulez faire évoluer beaucoup une machine, rajouter des choses, changer la carte mère, je pense que par exemple la Sidewinder va être plus à propos. Mais si vous ne voulez pas vous casser la tête, qu'il y a une carte plus propriétaire avec des modules plus propriétaires, puis que ça ne vous dérange pas parce que vous ne changerez jamais la carte mère et puis que malgré qu'on pourrait changer la carte mère dessus aussi. Là. Si vous ne voulez pas par exemple mettre 2 extrudeurs ou quoi que ce soit, ça peut être une très bonne machine. Là. Si vous voulez mettre un dual extrudeur, alors les direct drive c'est un petit peu plus embêtant. Donc, ça va vraiment dépendre de votre besoin. Mais si vous avez cette machine-là, si vous voulez l'acheter, je vous dis, allez-y, c'est une très bonne machine. Des fois, il peut y avoir des promotions aussi. Cette imprimante-là est en promotion versus l'autre, où vous pouvez l'avoir en 2 jours, tandis que l'autre est disponible dans 2 mois. Alors, tous ces facteurs-là vont faire que vous allez choisir une imprimante ou un autre. Mais si vous avez cette imprimante-là, vous ne serez pas déçu. Si vous avez la Sidewinder, vous ne serez pas déçu non plus, mais celle-ci, ça reste quand même une très bonne imprimante. Il y a des composantes un petit peu plus propriétaires, par exemple, comme les coupleurs pour les vis à l'arrière qui semblent en plastique, des choses de même. Donc, vous devrez acheter des pièces chez Ortur directement. L'extrudeur, c'est un extrudeur qui est quand même assez générique. La buse semble une buse standard aussi. Donc, si vous allez avoir le même problème avec, par exemple, Sidewinder. Tout simplement. Donc, est-ce qu'elle est meilleure? Est-ce qu'elle est moins bonne? C'est une bonne imprimante. On le voit là par la qualité de l'impression. Elle est un petit peu plus bruyante cependant, mais pas tant que ça.
Donc, puis j'ai pas parlé aussi, mais les fils du bed à l'arrière sont quand même bien supportés. Donc, c'est une bonne imprimante, j'ai rien à dire. Il n'y a pas d'imprimante parfaite, elle a ses défauts. Les autres imprimantes ont leurs défauts, donc à vous de choisir avec quel défaut vous êtes prêt à vivre. Donc, merci beaucoup à Arthur de m'avoir envoyé ça pour la tester. Je remercie aussi les supporters de la chaîne qui sont ceux-ci. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, comme d'habitude, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Merci beaucoup et à bientôt.